Bienvenue dans ce nouvel épisode des Aventurières dans les coulisses. Dans cet épisode, on va dans les coulisses de Self Love Project. Self Love Project, ce sont deux associées, Mélanie et Claudia. Et c'est en partie pour ça qu'on avait très envie de les interviewer. Mélanie et Claudia sont love coach, coach en estime de soi et en relations amoureuses. On avait aussi envie de les interviewer tout simplement parce que leur approche du coaching amoureux, qui est de d'abord partir de soi et de s'aimer soi-même, est très très proche. En tout cas, on a trouvé beaucoup d'échos lorsqu'on les a rencontrés avec notre approche du business coaching chez les aventurières. Donc, je te laisse découvrir Mélanie et Claudia dans ce nouvel épisode. Bonjour, merci d'être là, Claudia et Mélanie. Bonjour. Salut. Donc aujourd'hui, pour notre nouvel épisode dans les coulisses, on est dans les coulisses du Self Love Project, qui est une très chouette, j'ai envie d'appeler ça une plateforme d'accompagnement et en même temps de production de contenu par deux meufs qui en avaient marre des conseils bidons pour trouver l'âme sœur et qui se sont dit tiens, mais si on commençait par trouver l'âme sœur à l'intérieur et ensuite on verra ce qui se passe dans le domaine amoureux. Et du coup, voilà, ils avaient envie de lancer un peu un coup de pied dans le monde de l'accompagnement en amour. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un coup de pied classe et très bien réalisé. Et du coup, on avait hyper envie d'aller fouiller dans les coulisses de votre projet. Et d'autant plus que comme on est deux associés, c'est toujours un bonheur d'interviewer des associés et de voir aussi voilà, comment ça marche, la relation entre vous. Est-ce que j'ai oublié des choses que vous avez envie d'ajouter pour vous présenter? Non, je pense que c'est complet. Non, c'est chouette comme présentation. Cool. Et pour commencer, un peu le déclic, l'élan, qu'est-ce qui a été l'étincelle qui a fait naître ce projet? Vas-y, Mel. De l'alcool. C'est la version courte. On était dans un bar un soir et en fait, on parlait un peu d'une histoire de cœur où c'était un mec qui faisait plus ou moins des avances à Claudia mais qui n'était pas dispo et en fait, il restait dans une relation où il semblait pas être heureux et on s'est dit: «Ah mais pourquoi est-ce que les gens restent dans des relations où ils sont malheureux?» et on a eu l'idée de faire du coaching en rupture à ce moment-là, en se disant il faut qu'on aide les gens à partir et à pas s'engager encore plus et s'enliser dans des relations quand ils n'ont pas à rester. De façon hyper désintéressée du coup par rapport au mec que Claudia avait rencontré, quoi. On l'a laissé tranquille, hein, on n'a pas exercé notre talent de coach sur lui. D'ailleurs, il est toujours en relation, donc tu vois. Et voilà. Et après, en fait, on trouvait que quand on pitchait cette idée, ça marchait bien, mais que bon, c'était peut-être pas vraiment le fondement de ce qu'on voulait faire. Et du coup, petit à petit, on s'est demandé pourquoi est-ce que les gens restaient en relation. Et le constat, c'était qu'ils avaient souvent peur, en fait, de se retrouver tout seuls, peur de ne pas retrouver quelqu'un, peur de ne pas être assez bien pour être aimé de nouveau, des choses comme ça. Et on s'est dit que le point de départ, c'était l'amour de soi. Et c'est pour ça qu'on a commencé cette idée de Self-Love Project, de se disant si on s'aime mieux, on trouvera des choses qui sont mieux pour nous, que ce soit trouver les bonnes personnes ou être dans des relations où on est la meilleure personne pour nous. Et c'est comme ça qu'on a créé Self-Love Project. Voilà. Et en fait, après, on a créé le compte Instagram, c'était qu'en fin 2018, fin décembre 2018, genre le 28, donc on va dire début 2019. On a commencé à écrire sur les sujets relatifs à l'amour. Nous, ce qui nous passionne, c'est les relations amoureuses, au sens large, en tout cas les relations humaines. Et c'est pour ça qu'on avait envie de parler d'estime de soi, mais en le centrant sur le sujet des relations amoureuses. Moi, en plus, à ce moment-là, alors quand on l'a créé, ça faisait déjà 1 an que je m'étais séparée. Mais ça avait été une relation compliquée, une rupture compliquée qui a entraîné beaucoup de questionnements et de remises en question pour moi. Mélanie aussi a été célibataire à ce moment-là. Et donc, je pense qu'on était nous-mêmes en cheminement et en questionnement par rapport aux choses qu'on avait pu vivre et accepter jusqu'à présent, et dans l'idée d'aller vers autre chose. Et finalement, ce qu'on partageait au début, et maintenant sous une autre forme, mais c'était aussi notre propre cheminement. Et voilà, ces avancées qu'on a voulu faire, ces déconstructions qu'on a faites pour nous-mêmes.
Et petit à petit, en fait, on a commencé à proposer des choses. Et finalement, le public qui venait le plus souvent, c'était des personnes célibataires. Je crois que c'était les 2 tiers, et ça doit toujours être les 2 tiers de notre communauté aujourd'hui. Et donc, en fait, on a centré notre approche beaucoup plus autour de la rencontre et du célibat, et enfin, voilà, toujours autour de l'estime de soi, évidemment. Donc, aujourd'hui, on accompagne principalement cette typologie-là de personnes, mais on aimerait élargir ensuite pour accompagner aussi, une fois que la rencontre est faite et que la relation se passe bien, comment est-ce qu'on fait pour entretenir sa relation et qu'elle dure longtemps, évidemment, mais dans des bonnes conditions, parce que durer longtemps et que ce soit le caca, ça n'a aucun sens. C'est pas voilà, la durée en soi n'a aucune valeur si, quand on est dans la relation, on n'est pas bien, de toute façon. Donc, voilà. Ouais, et puis après, en fait, en se centrant sur ces célibataires, on a découvert le monde merveilleux, ou horrible plutôt, du love coaching. Et c'est là où on s'est aussi dit qu'il y avait quelque chose à faire pour déconstruire tout ça, parce qu'on est aussi persuadé que tous les problèmes dans les relations actuellement viennent du fait qu'il y a eu quand même une révolution et un changement du positionnement féminin au global, mais il n'y a pas eu vraiment de révolution masculine et de remise en cause des relations telles qu'elles étaient on est encore beaucoup sur un système patriarcal. Il y a encore beaucoup d'attentes sur la masculinité. Il n'y a pas eu cette redéfinition de la masculinité, et on s'est dit que, sans devenir un compte militant, on voulait aussi un peu prôner cette évolution du modèle des relations, de plus être sous cet aval de se dire l'homme porte la relation, mais plus cette notion de partenariat qu'on aime bien. C'est marrant parce qu'il y a pas mal de parallèles avec ce que... Enfin, quand on vous a rencontré dans un mastermind qu'on faisait ensemble, c'était pour nous un vrai miroir trop chouette de dire ah, c'est exprimé hyper clairement. Bah oui, pour avoir des relations chouettes, il faut commencer par avoir une relation chouette avec soi. Et ça nous a vraiment mis à un point de clarté. Parce que nous, ça fait longtemps qu'on est dans le business coaching. Et pareil, dans le business coaching, bah, le chiffre, c'est le roi en fait. Déguisé plus ou moins, parce que maintenant, c'est quand même un peu hype de dire qu'il faut être aligné et tout ça. Mais quand même, aligné pourquoi? Pour faire x5, pour faire x10, pour être millionnaire avant 30 ans, pour faire je sais pas quoi. Et ça nous a fait vraiment un électrochoc de dire, mais oui, c'est hyper simple et c'est exactement dans le monde du love coaching, exactement ce que nous, on raconte dans le business coaching, c'est-à-dire un business qui marche et qui dure. Si tu es fin malheureux à l'intérieur, mais ça sert à quoi en fait? C'est pour pouvoir le dire à table, je suis entrepreneur, j'ai envie de me tirer une balle. Ok, super, tu as réussi ta vie, Jean-Claude. Mais du coup, voilà, c'est tellement frais pour... ça paraît logique, mais en même temps, c'est tellement peu porté parce que ça reste la norme de faire du love coaching en mode comment se transformer pour appâter un pigeon ou un gros poisson ou chez nous, comment détricoter et tordre complètement qui on est pour avoir du chiffre d'affaires de ouf. J'adore voir qu'il y a ce mouvement quand même qui se fait vers, bah non, en fait, tout est à l'intérieur, quoi. Tout se passe, quand ça va bien, ça suit derrière, même si ça ne suit pas de la façon que tu avais imaginé dans ton conte de fées mental, quoi. Madame Bayer, tu avais une question, non? Je crois que je t'ai coupé. Mais oui, mais tout à fait. Attention, je suis la seule introvertie de ce groupe, il faut bien le dire. Que mal. Ouais, non, la question que je me posais, c'était par rapport à, du coup, votre projet, là, c'était début 2019, et vous faisiez quoi avant? Enfin, je sais, parce qu'on avait discuté que vous connaissiez à titre perso, mais vous faisiez quoi jusque-là, professionnel? Alors moi, du coup, j'ai fait des études de gestion, j'ai fait un M2 en logistique, et j'ai travaillé en logistique pendant 5 ans et demi. Après, moi, j'ai toujours été un peu follée, c'est-à-dire qu'en 5 ans, j'ai fait 5 boîtes, donc voilà, c'est un peu mon parcours pro. J'avais pas particulièrement d'ambition professionnelle, au sens où je savais pas ce que je voulais faire. En fait, ça me plaisait pas du tout ce que je faisais. Donc, je changeais en espérant trouver quelque chose qui me plaise. Après, le fait de monter ma boîte, c'est quelque chose qui me parlait depuis très longtemps, mais sans savoir exactement ce que je voulais faire. Je me rappelle, c'était quand je crois que je venais d'arriver chez FedEx, donc ça devait être en 2016, 2017. Je lisais le blog de Laure et j'étais là genre, ah ouais, il faut trop que je parte, il faut que je fasse quelque chose, mais je ne savais pas quoi encore. Enfin, j'étais un peu, voilà. Mais ça fait partie des choses, je pense, qui m'ont donné le courage de partir à un moment donné aussi.
Mais voilà, du coup, ça a été plus facile, je pense, pour moi de lâcher l'aspect travail parce que c'était pas quelque chose qui m'accordait, qui m'apportait du positif. Alors après, j'ai adoré parce que j'ai rencontré plein de gens différents. Je m'entendais très bien avec mes collègues et l'aspect humain a été difficile à lâcher. Mais sur l'aspect professionnel, franchement, c'est une libération absolue. Et vraiment, moi, moi, je pense que je ne suis pas trop faite pour effectivement travailler dans une entreprise classique, en tout cas. L'idée d'aller me remettre derrière un écran dans un bureau gris, ça m'angoisse profondément. Donc, vraiment, j'espère ne pas y retourner un jour. Et Voilà. moi, là-dessus, c'est peut-être un des points sur lequel on est le plus opposé avec Claudia. Moi, je suis pas encore à plein temps sur Self-Love et je fais du conseil pour les grandes entreprises en stratégie digitale en parallèle. Et en fait, moi, je crois que j'aime bien ce côté avoir plusieurs projets. J'ai du mal à être centrée sur quelque chose. Et du coup, j'ai peut-être encore du mal à me dire repasser complètement sur une entreprise et me sécuriser sur la nôtre. Mais voilà, moi, je change aussi assez souvent, mais j'ai besoin d'avoir une multiplicité de projets dans ma vie souvent. Du coup, tu es encore salarié ou c'est une autre boîte? Ok. Ouais. Et ça a été le pas, enfin le fossé entre la réalité et le rêve. Il y avait des choses auxquelles vous attendiez pas lorsque vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat. Enfin, maintenant que ça fait 2 ans, presque 3, du coup. Moi, je trouve que c'est une assez bonne surprise. Enfin, ouais, c'est une bonne surprise quand même. Globalement, j'avais l'impression qu'on galérerait plus. Et après, bon, bah, il y a les difficultés, mais je m'en doutais sur l'équilibre vie pro, vie perso, on en parlait, mais sur le côté B2C, où bah, du coup, c'est des horaires un peu le soir, et comment on fait pour laisser sa place. Et après, une de nos craintes aussi, mais pour l'instant, on arrive à la gérer, c'était avec Claudia, on est amis avant d'être associés, et c'est comment on fait pour avoir des moments où on est plus en amitié et des moments où on est plus partenaire. Mais j'ai l'impression qu'on arrive à le gérer. On se cale des dates qualitatifs pour ne pas parler de travail. On essaie. Vous faites Après, ça? ouais, quand on sent que vraiment ça fait longtemps qu'on se voit que pour travailler, on essaye de faire ça de temps en temps. Après, en vrai, bon, c'est très difficile de pas du tout parler de travail parce qu'en plus notre travail est tellement en lien avec des choses du quotidien que même si on parle de la relation de bidule ou de notre propre relation, en fait, on est déjà à moitié en train de travailler. Donc voilà, c'est un petit peu un truc qu'il faut naviguer. Mais bon, ça va pour l'instant. On suit des activités dans ces moments-là. Ouais, pour en dire, parce que nous, c'est vrai qu'on le sait, mais du coup, votre relation, c'est vous êtes amis depuis très longtemps, en fait. Et qu'est-ce que vous avez fait pour passer ce cap, prendre ce risque de rajouter la casquette associée à votre... C'est En assez fait, marrant parce que... Ouais. Pardon. Vas-y. En fait, parce qu'on était ensemble, on était amis enfin, on se connaissait au lycée, mais on n'était pas vraiment amis. On avait plus des amis en commun qui ont fait qu'on a toujours un peu gravité. Et je crois qu'on s'est quand même... Ce qui a fait qu'on est devenus amis, c'est un peu cette envie d'entrepreneuriat où enfin, on s'était retrouvés un peu dans cette envie de créer quelque chose. Et on se faisait des cafés le soir où on faisait des business canvas avec nos idées, quoi. Donc, donc je sais pas, ça a été assez naturel que... Oui, en fait, c'est vrai que on a pu se raccrocher effectivement sur cette envie-là. Je pense que c'était à peu près 1 an avant que je me sépare de ma dernière grosse relation. Et en fait, au moment où je me suis séparée, là, on s'est beaucoup plus rapprochés. Et en plus, après, il y a eu ce projet-là qui s'est mis. Donc, en fait, tout s'est un peu enchaîné naturellement, effectivement. C'était assez fluide. Il n'y a pas eu je pense qu'il n'y a pas eu de point de bascule, finalement. Vous êtes fighté déjà? Non. Franchement, vraiment, s'engueuler, vraiment, non. Après, je pense qu'on sait après, on a un fonctionnement qui est assez semblable, mais il y a des choses, effectivement, où, par contre, là, on n'est pas pareil, on est très aux opposés. Donc, c'est assez... Voilà. Mais après, je pense qu'on le sent toutes les deux, c'est-à-dire qu'on sent quand il y a de la tension dans la conversation et qu'on est toutes les deux en train ça monte et tout. Et après, je pense qu'on arrive à lâcher et à en parler, mais on ne s'est jamais vraiment engueulé. Bon, après, moi, je suis pas trop... Enfin, moi, je suis pas très forte pour le conflit direct, c'est pas trop une passion.
Ouais, puis moi, j'aime pas crier. Enfin, Voilà, donc on n'est pas du genre à... à la base. Ah. Quand vous mettez un smiley qui fait les 2 traits et la bouche pincée, c'est vraiment le sommet de genre là, il faut arrêter de déconner tout de suite. En fait, je pense que mais c'est vrai que c'est des choses qu'on n'a jamais, je pense, parlé vraiment. Mais je pense qu'on le sait, même par message. Je sais quand tu vois, on est toutes les deux agacées ou qu'il y a un truc on monte en tension et tout. Donc en général, bon, on laisse filer 5 minutes et puis après, voilà. Alors, je pense qu'il y en a inconsciemment, il y en a toujours une qui arrive avec une solution et qui fait le chemin pour aller vers l'une ou l'autre. Ouais. Après, des fois, on n'est pas d'accord, hein, mais on arrive à argumenter sur le. Quand c'est des choses pas fondamentales, entre guillemets, on arrive à argumenter, ou alors il y en a une qui lâche, et puis c'est OK. Et sinon, sur les choses plus fondamentales, on arrive assez, je pense, à être alignés. Donc, jusqu'à présent, c'est une chance. Après, on touche du bois, on ne sait pas. Parce qu'un jour, on va s'engueuler. Et puis, on a un côté assez intuitif. Enfin, je pense qu'on est toutes les deux assez intuitives. Du coup, on arrive à sentir un peu les choses et je crois que ça aide pas mal quand même. On attend. Laisse-moi. Je réfléchissais. Non, mais ça aide à pas arriver jusqu'au niveau. En fait, presque on arrive à anticiper les choses et du coup à pas arriver sur le côté où on va vraiment être dans le conflit. On est plus dans du pré-conflit, quoi. Mais vraiment, c'est compliqué à expliquer parce que c'est vraiment de l'ordre du ressenti. Non, mais dans le sens où c'est vraiment de l'ordre du ressenti. Je sais, enfin voilà, j'ai pas de souvenir de ce qu'il y avait dans la conversation, mais j'ai souvenir de mon ressenti à moi, de moments effectivement où je sais que voilà, on est en train de parler et je sens que, je sais pas, c'est palpable. Enfin, on sent il y a une tension, c'est palpable, personne n'en parle et après voilà, on relâche et du coup après ça laisse de l'espace. Mais les sujets en eux-mêmes ne m'ont pas marqué. Donc Après, ça peut aussi être un jour où moi je suis plus fatiguée, ou Mélanie est plus fatiguée. Après, on a aussi nos trucs à côté. Enfin, en fait, c'est comme dans toute relation. C'est aussi. Et puis des fois, on s'énerve tout seul. Et on arrive à se dire, ah oui, non, mais bon, là, en fait, voilà, c'est pas si grave. Ou alors, il y a ça aussi à côté. Et donc, on prend du recul. Et c'est là où la connaissance de soi, au même titre que dans effectivement une relation amoureuse, en business, ça sert aussi. Et de la connaissance de l'autre aussi. Ouais, c'est ça, c'est apprendre à gérer ses frustrations aussi personnelles. Ça. Et pour pouvoir les gérer à soi et pas les ramener dans le problème de la relation, quoi. Moi, je sais que des fois, mine de rien, je ne suis pas à plein temps dans l'entreprise. Donc, des fois, je culpabilise un peu de laisser Claudia sur certains sujets, d'être un peu débordée. Mais il faut aussi, moi, que j'arrive à me préserver, que je me protège. Et j'essaye d'amener des solutions ou d'avoir ce regard un peu extérieur parce que c'est peut-être un bénéfice des fois de ne pas être à plein temps dedans et d'avoir plus ce regard extérieur pour apporter des solutions. Et voilà, et c'est gérer des fois tu te dis ok, je suis peut-être moins légitime à prendre des décisions parce que je ne suis pas à plein temps, mais ça reste aussi mon projet, donc c'est trouver son espace. Mais ça, c'est plus des fois des frustrations à gérer soi et à trouver des solutions de son côté pour pas les ramener dans la relation, quoi, parce que c'est soi avec soi, quoi. Mais effectivement, je pense que peut-être le plus gros risque, entre guillemets, mais qu'on essaye de tempérer, c'est le déséquilibre qu'il y a entre le temps qu'on peut passer chacune sur l'entreprise. Et forcément, après, ça a des avantages, comme disait Mel. Elle n'est pas dedans, genre tête dans le guidon et tout. Donc, elle permet, moi, des fois, je suis là en mode un peu panique ou alors j'ai 60 000 idées et donc ça permet de poser les choses. Et à contrario, moi, je lui apporte l'insight de des coachings, de tout. Enfin, elle fait des coachings avec moi, les collectifs, mais voilà, de ce qui se passe. Je sens le terrain parce que je suis dedans tout le temps. Mais voilà, c'est vrai que du coup, ça peut créer plus de frustration et de difficultés que si tout le monde est à 100% dans le game. Ce qui apporte, j'imagine, d'autres problèmes aussi. Mais bon, il y en a toujours, de toute façon. Sinon, on s'ennuierait. On n'aurait jamais de solution à trouver. On se ferait chier. Non, vraiment, les problèmes, c'est bien. On aime ça, les problèmes. Oui, parce que ça nous force aussi à trouver d'autres solutions, à ne pas se dire, du coup, il n'y a pas deux mains qui sont dans l'opérationnel. Donc, ça voudrait dire qu'il faudra qu'on se concentre pour trouver peut-être des solutions externes, pour automatiser plus. Donc, je pense que ça peut être aussi un atout pour la résilience de l'entreprise et tout, de moins rentrer comme ça. Carrément. Et du coup, pour passer à du concret, c'est ma partie. Vous vendez quoi et à qui? Alors, à qui on l'a déjà un peu dit, donc pas mal de célibataires. Des femmes. Des femmes, ok. Ouais.
Et du coup, vous vendez quoi? Donc des coachings? Ouais, alors en fait, on a à la base notre premier produit, c'est toujours un coaching individuel où on accompagne donc des femmes célibataires sur 2 phases, la phase qu'on appelle nous d'introspection et après sur la phase de mise en pratique. Donc c'est un coaching qui va durer 6 à 8 mois, on va dire à peu près en moyenne. Et en fait, petit à petit, on a réutilisé la méthodologie qu'on a développée pour ce coaching individuel et on l'a adaptée. Mais globalement, on revoit toute la partie introspection est la même sur un coaching collectif qu'on a commencé. Donc là, on va être en janvier, ce sera notre 4e session de collectif. Et donc là, on accompagne des femmes par groupe de 12 sur ces mêmes questionnements, sur revenir à soi, apprendre à se connaître, comprendre ses peurs et savoir ce qu'on veut dans une relation. Donc ça, c'est sur le pôle coaching. Et on aimerait lancer, ça c'est notre petit défi de la rentrée, parce qu'on s'ennuie sinon. Euh, on a ouvert une session de collectif 100% masculine. Ok. Donc, on a bon espoir de réussir à avoir des hommes. On sait que ça va être un petit peu plus compliqué en termes de barrières à l'entrée pour certaines choses, mais on ne désespère pas et c'est comme ça qu'on va peut-être contribuer à changer un petit peu les choses et le monde petit à petit. Donc voilà. Du coup, vous avez donc ça, presque 3 offres, c'est ça? Ce sera la même. En fait, on est persuadé que les hommes, ça peut aller. Et on teste aussi des produits un peu plus moins dans l'accompagnement. On a un produit qui s'appelle The Good Swipe. Et là-dessus, c'est des vidéos pour s'aider à se relancer sur les applications ou se lancer sur les applications de rencontres. Où là, on essaye aussi de déconstruire l'usage des applications de rencontres et de se reposer les bonnes questions pour essayer d'augmenter ses chances de trouver une personne qui soit bonne pour nous et sur les apps de rencontres. Et là, c'est des vidéos et après, en option, il y a une session de questions-réponses une fois par mois avec nous en live. Voilà. Okay. C'est un autre format. Quels sont les tarifs de vos offres? Alors, sur The Good Swipe, on vient de changer les tarifs, mais l'offre de formation de base, elle est à 57. Et l'offre avec comment ça s'appelle? Le live mensuel, elle est à 127 €. Et après, le coaching collectif, il est à 1 200 €. Ok. Du coup, il vous faut quand même... Enfin, vous arrivez, si je vous demande le prix des offres, c'est plus pour voir quel type de business model. Si c'est un business model où il faut beaucoup de clients, enfin, si tu vends que des trucs à 57 balles, il faut beaucoup de clients. Ou voilà, si en fait, vous n'avez pas besoin non plus d'aller chercher sans arrêt beaucoup de nouveaux clients pour faire tourner l'entreprise, quoi. En fait, c'est pour ça qu'on a développé d'abord l'individuel et le collectif, pour avoir cette possibilité d'aller chercher un nombre de gens qui reste quand même limité et pas être tout le temps effectivement en train de vendre. Et en fait, aujourd'hui, The Good Swipe, on essaye de le positionner en entrée, en produit d'entrée. Donc là, on veut développer notre tunnel et on va se faire accompagner justement sur les Facebook Ads, toutes ces choses-là, pour pouvoir le vendre, pour que comment dire, que les personnes, même si ça ne nous rapporte pas d'argent, mais voilà, les ventes couvrent la publicité, donc ça permet d'avoir un premier contact avec des gens qui potentiellement deviendront des clientes par la suite sur un coaching. Et jusque-là, du coup, là, pour l'instant, il n'y a pas de pub. Jusque-là, vous attiriez comment les gens par Instagram, c'est ça? Ouais, on a notre communauté sur Instagram qu'on a pas mal développé. Après, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire en termes de bonnes pratiques. Hein. Quand on veut ramener des gens, nous, on ne fait que booster via Insta, parce que le business manager, c'est l'enfer. Moi, je trouve que c'est l'enfer. Donc, après, on a déjà fait un petit peu des pubs via le business manager, mais c'est clairement pas, je pense, optimisé. Enfin, on n'a pas les compétences techniques et très sincèrement, aucune envie de les acquérir, hein, disons-le. Je pense qu'il faut être sincère sur le sujet. Oui, et puis l'objectif, on s'est dit que pour l'instant, on voulait pas. C'était important d'avoir cette communauté où on sensibilisait les gens. Et je pense qu'on a eu cette volonté aussi, et c'est avec The Good Swipe, l'objectif, c'est de toucher le maximum de personnes et de commencer à faire changer des usages là-dessus, plutôt que d'aller directement sur de la vente de produits où au final, on va toucher peu de personnes parce qu'on a accompagné une centaine de personnes. Mais on a ce double objectif où c'est accompagner des personnes à fond et les aider à se déconstruire. Mais il y a aussi notre compte Instagram où pour nous, c'est un peu aider le plus grand nombre à commencer à se poser des questions et à aller vers la bonne voie. En fait, c'est comment on va pouvoir être aussi un compte qui fait changer les choses au plus grand nombre. Et je pense que
nos coachings et tout, c'est pour pouvoir pérenniser notre projet et le faire. Mais ce qui nous importe, c'est de faire changer les choses au maximum, quoi. Ouais. Laure, tu avais des questions sur à chaque fois, les questions sur la technique, sur comment ça marche, c'est moi. Mais... Non, mais moi, j'ai une question sur Instagram. C'est un mystère pour moi, ce réseau. Et je me demandais, voilà, qu'est-ce qui fait que vous avez choisi ce réseau-là quand vous vous êtes lancé et comment vous avez, est-ce qu'il y a des étapes ou des conseils que vous pourriez donner à des gens qui se lanceraient aujourd'hui? C'est pas la même chose que de se lancer il y a 3 ans. Mais déjà, il y a 3 ans, il y avait beaucoup de monde sur Instagram et vous avez quand même réussi à développer une belle communauté au sens actif plus qu'au sens, vous avez beaucoup de gens qui vous suivent, mais il y a aussi vraiment de l'activité du répondant. Qu'est-ce que vous pourriez partager là-dessus pour... Je ne sais pas au début si on a vraiment fait un choix conscient entre Instagram et Facebook, parce qu'en fait, on s'est lancé sur les deux. Et nous, je pense qu'on était plus consommatrices d'Instagram que de Facebook. Du coup, naturellement, on est plus allé vers ça parce que on trouvait ça joli, les carrés et la question. Et puis, on aimait bien, je pense, le format un peu court. Après, ça a mis du temps à décoller parce que la première année, enfin, je pense qu'on a mis 1 an à atteindre les 1000 personnes. Ouais. Et du coup, en fait, c'était s'astreindre à de la rigueur et poster régulièrement, ce qu'on n'a pas fait dès le début, parce qu'on Claudia n'était pas encore à plein temps sur le projet non plus. En fait, on avait aussi un peu ce besoin de légitimité où on était en train de passer nos formations pour être coach certifié parce qu'on avait ce besoin. Donc voilà, mais je pense que les astuces, c'est trouver son format, le ton sur lequel on va parler, faire quelque chose qui est joli parce que sur Instagram, je pense que le côté harmonieux joue. Trouver des choses, enfin, c'est vraiment tester et voir ce qui fonctionne le mieux. Et après, c'est quand ça fonctionne, essayer de booster pour augmenter sa visibilité, quoi, dans les conseils. Je pense que ce qu'il y a, c'est que sur Instagram, il y avait, du coup, il y a 3 ans, commencé à s'installer bien tout ce qui était compte féministe, compte militant. Et donc, il y avait un écosystème autour de ça. Et je pense qu'on avait quand même dans l'idée d'essayer de s'insérer un petit peu dans cet écosystème-là et de pouvoir s'appuyer dessus. Et bon, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait aujourd'hui dans notre stratégie de notoriété. Et parce qu'aussi, c'est des gens qu'on apprécie. Enfin, voilà, et ça permet de créer et d'avoir... Enfin, c'est des comptes qui ont permis de nous donner de la visibilité. Donc il y avait ça, effectivement, comme dit Mélanie, il y a la régularité parce que les 6 premiers mois, moi je travaillais encore et franchement, je n'avais pas le temps d'écrire ni l'inspiration. Et par contre, quand j'ai commencé à m'y mettre, c'est vrai que ça a permis de développer les choses au fur et à mesure. Et comme tu dis, effectivement, l'aspect visuel est hyper important. Et d'ailleurs, des fois, c'est très frustrant parce que ce que tu as écrit dans le texte est hyper important, sauf que la façon dont tu l'as mis en image, entre guillemets, je passe genre là, tu avais moins d'idées, ou c'était moins impactant. Et donc, les gens vont moins lire. Mais bon, ça, c'est toute la frustration d'Instagram. Hein. Donc, mais bon, on ne va pas se plaindre parce qu'en vrai, on a quand même beaucoup d'interactions, beaucoup de retours sur les posts. Mais ce qu'il faut, c'est vraiment avoir quelque chose. Nous, c'est un peu particulier parce que finalement, il n'y a pas de photos de nous. Alors là, on va commencer à en mettre sur le feed pour essayer un peu de personnaliser l'Instagram et pas que ce soit juste un truc parce qu'on sait pas trop sinon. Donc, on est vraiment sur soit des citations. Bon, ça marche très bien, les citations, un must-have sur Insta. Mais sinon, ouais, sur de la mise en image de contenu éducatif, ce genre de choses. Et donc, le mieux, c'est vraiment des phrases courtes et un visuel qui permet très rapidement de comprendre de quoi ça parle. Parce que sinon, les gens, ils passent. Et pas hésiter à dupliquer le texte en visuel, en fait, et de faire des carousels. Ouais, carousel. Voilà. Et après, il y a les stories quand même, où je pense que ça permet d'avoir un lien un peu plus quotidien et plus d'incarner, où là-dessus, ça permet d'avoir pas mal d'échanges avec la communauté en privé notamment. C'est ça. Après, clairement, c'est ultra chronophage, Instagram. Moi, je calcule même pas combien de temps j'y passe. En vrai, il faudrait peut-être. Mais effectivement, ça prend... Après, moi, c'est un plaisir, donc c'est pas un souci. Et puis, peut-être que je suis un peu une psychopathe parce qu'en fait, en vrai...
Globalement, en moyenne, tous les jours, je suis à 0 non lu dans ma boîte Insta, ou alors c'est des non lus que j'ai lus et que je vais répondre après, mais sinon, globalement, on est à 0 tout le temps, je pense. Donc peut-être qu'en fait, mais voilà, on s'est fixé ça, et ça, c'est un plaisir, mais ça peut vite devenir une forme d'asservissement aussi. Donc c'est pas facile de poser la limite. Je sais que là, c'était qu'en début août, je suis partie en week-end dans ma famille, et pendant 5 jours, j'ai enlevé Instagram de mon téléphone. J'ai dit: «Débrouillez-vous sans moi, bonnes vacances», et franchement, ça m'a fait trop du bien. J'ai eu l'impression que la semaine durait pendant 3 semaines, quoi. Enfin, vraiment, je suis partie 5 jours, j'ai eu l'impression que ça durait 3 semaines, c'était génial. Donc je pense que ça, c'est un truc en termes d'hygiène mentale que je vais m'instaurer, peut-être 2 fois par an. Il faudrait que je me dise, pendant 5 jours, j'enlève Instagram, et voilà. Et je pense que c'est important, parce que sinon, on se fait vite aspirer. Ouais, c'est se faire des relais par moment. Bah, ouais, c'est les réseaux, et en particulier Instagram avec les DM et tout, c'est vrai que tu es vite. Puis si tu l'utilises à titre perso, du coup, tu peux plus aller sur ton Instagram, enfin, tu vois, tu peux plus aller faire des trucs perso. Cécile, elle crame trop quand j'utilise Instagram parce que je fais jamais rien dessus à part suivre des acteurs mignons de drama coréen ou thaïlandais que j'ai regardé. Et du coup, elle est là. Alors, qui sont ces personnes? Tu as utilisé Instagram? Je suis là, non, mais je vais les unfollow bientôt, mais en ce moment, ils ont une actu intéressante et tout. Ouais. La seule chose à laquelle on voit que j'utilise Instagram, c'est parce qu'il y a des nouvelles personnes jolies qui apparaissent dans notre feed. Ouais, à la base, c'était ça l'idée, hein, de toute façon. Ouais. Exactement, c'est comme ça que Dieu l'a créé. C'est pour ça. Mais moi aussi, j'ai un compte. Mais en fait, moi, j'ai juste plusieurs comptes Instagram, en fait. J'en ai un perso et Bah, nous aussi. Ouais, nous aussi. Hein. je ne mélange pas. Et du coup, pardon, les gens vous voient donc sur Instagram, vous suivent là, et au bout d'un moment, vous faites des lancements, ou vous avez en fait, vous vendez sur Instagram aussi, du coup? Il n'y a pas On vend de... que sur Insta. Ok, c'est vraiment... Ouais. Okay. Bah, jusqu'à présent, on faisait des lancements. On espère un jour pouvoir ne plus avoir besoin de faire de lancements, et remplir les cohortes, enfin les sessions de coaching collectif de façon fluide, en fait, comme ça. Comme ça va partir tous les 2-3 mois en moyenne. Voilà, dans ces laps de temps, entre 2 sessions, les gens arrivent: «Bonjour, je vais faire un coaching, très bien, inscris-toi, ça commence là», et on y va, quoi. Donc ça, c'est vraiment notre objectif, je pense, pour l'année 2022. Pour moi, si on a réussi l'année 2022 en termes d'objectifs non chiffrés, si on a réussi à mettre ça en place de façon fluide. Ouais, nous, on aime beaucoup le système. Enfin, ce qui nous a inspiré, c'est Switch Collective, où ils ont vraiment réussi à faire ce côté cohorte qui part hyper régulièrement, et voilà, où les gens... Enfin, il y a un bouche à oreille qui a l'air de bien fonctionner et tout, et on aimerait bien... et où on s'appuie sur la puissance du collectif, parce qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais... Enfin, moi, j'étais celle qui était très sceptique du collectif, parce que je me disais, les gens, ils ne vont pas parler de leur vie privée en groupe, quoi. C'est hyper difficile et tout. Et en fait, on voit tous les bénéfices et toute la force du groupe, même sur ces sujets-là, qui est génial. Et maintenant, moi, je pense qu'on n'a même plus besoin de faire de l'individuel, que le groupe est hyper puissant. Je pense que je pense que le groupe est... Enfin, je sais pas si c'est plus puissant. C'est différent. Ça reste des choses qui sont différentes. Mais en tout cas, en termes de résultats, on est au moins au même niveau de toute façon. Effectivement. Donc ouais, non, c'est hyper intéressant. Et je ne sais plus de quoi je parlais. Non, on parlait des lancements. Oui, on parlait des lancements sur Instagram, on essaye de... Et pour The Good Swipe, on va essayer de générer des ventes dans un cycle pour aussi essayer de toucher des gens qui sont un peu en dehors de notre communauté. Parce que pour l'instant, on ne sait pas vendre à d'autres que notre communauté. Ouais, ok. Ce qui est déjà pas mal pour commencer. Mais... Et puis, on a quand même... on a notre newsletter aussi à côté. Hein. On a un lead magnet, enfin, on a un contenu gratuit sur comment rencontrer quelqu'un. J'ai fait des audios cette fois parce que je me suis dit, les e-books et compagnie, là, peut-être que tout le monde en a marre, faisons un truc un peu comme un podcast. Et du coup, les gens aiment beaucoup, c'est bien. Et bon, après, derrière, il y a un tunnel avec des mails, etc. Et les gens peuvent prendre rendez-vous s'ils veulent s'inscrire au coaching collectif. Mais voilà, ça permet aussi de meubler entre les lancements. Des choses très classiques, quoi. On n'a pas réinventé la roue.
Et du coup, aujourd'hui, vous travaillez sur quel rythme? Peut-être pas, c'est peut-être pas régulier d'ailleurs, hein, à part les 5 jours où tu coupes ton... ou Claudia, où tu te défais Instagram. C'est quoi votre rythme de travail à toutes les deux? Moi, je travaille entre 5 et 6 jours et demi par semaine, ça dépend des semaines. Non, j'essaye de couper le week-end vraiment. Après, il y a des week-ends où je bosse quand même un petit peu quand on est en phase d'urgence, mais le but, c'est déjà de rester sur les 5 jours. Et après, sur les 5 jours, ça dépend. Là, je sais que la fin de l'année, elle va être chargée parce qu'on a plein de choses qui se lancent. On s'est dit que c'est des tests de lancement, de choses comme ça. Donc, en vrai, je pense on a tous nos lundis qui sont occupés, c'est sûr, jusqu'au 15 décembre. Quasiment tous les mardis ou un mardi sur deux. Il doit y avoir un ou deux mercredis qui traînent aussi dans l'histoire. Donc, bon, voilà, pas mal de boulot. Donc, mais bon, après, c'est chouette. Ouais. Moi, je rejoins Claudia sur les soirées, du coup, en plus. Et après, sinon, c'est à peu près un jour par semaine réparti. Enfin, je jongle un peu comme je peux parce que on se fait accompagner comme vous en ce moment sur le mastermind. Du coup, mine de rien, ça demande pas mal d'investissement sur ce sujet-là. Et après, on a aussi pour projet là d'écrire un livre, donc ça commence à nous prendre un peu de temps dans notre emploi du temps aussi. C'est ça. T'es à plein temps, Mélanie? Ouais, c'est peut-être des choses qui vont évoluer, mais pour l'instant, ouais, j'ai un gros poste aussi à côté. Ouais, donc t'es à plein temps, plus tes soirées et une journée sur C'est ça. Self-Love. C'est ça. Ouais. Et je me demandais, Claudia, à quel moment tu t'es dit que tu te mettais à plein temps? Est-ce que c'était une décision de toi parce que là, c'est bon, j'ai envie de tout mettre là-dessus? Ou est-ce que c'est, on a vendu nos premiers coachings, on commence à voir que c'est prometteur en termes de revenus et du coup, je m'y mets? En fait, c'est même plus compliqué que ça. C'est que, en fait, fin 2017, donc je travaillais chez FedEx. J'étais en CDI et donc j'ai décidé de partir on n'avait pas du tout ce projet-là à ce moment-là. Pour monter ma boîte, mais sans savoir exactement ce que j'allais faire. Mais j'en pouvais plus, ça me faisait péter un câble. J'allais travailler, j'habite à Paris, j'allais travailler à Roissy, donc c'était 1 heure et demie de transport le matin, le même le soir, avec le problème de RERB, l'enfer, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, du coup, j'étais partie et j'avais trouvé un CDD de 6 mois, non même de 5 mois, pour pouvoir me permettre de débloquer mes droits au chômage derrière. Sauf qu'en fait, je suis partie de chez FedEx et à peu près 3 semaines après, je me suis séparée de mon copain de l'époque avec qui j'étais fiancée. Enfin bref, voilà, c'était un petit peu compliqué. Donc, j'étais dans un état émotionnel très stable, on va le dire, pendant les mois qui ont suivi. Et en fait, quand s'est posé la question de la fin de ce CDD, moi, la perspective de lancer ma boîte à ce moment-là, émotionnellement, j'étais vraiment genre impossible. Retourner dans un autre travail pour redevenir, où il fallait re-rencontrer des gens et tout, ça me paraissait insurmontable aussi. Et en fait, j'ai eu de la chance. C'est que je m'entendais très bien avec mon ancienne manager FedEx, qui était ma collègue, qui était devenue ma manager. Et en fait, il y avait quelqu'un de mon équipe qui partait en congé maternité. Et donc, je leur ai demandé que s'ils cherchaient quelqu'un pour la remplacer. J'ai vraiment eu une chance de ouf parce que normalement, ils ne font pas de CDD chez FedEx. Vraiment, il y a eu un enchaînement à bonne étoile. Et donc, en fait, ils m'ont reprise. Je suis retournée chez FedEx en CDD pendant 8 mois. Voilà, un truc complètement improbable. Donc oui, le transport, tout ça, etc. Mais en même temps, ça me permettait d'être dans un environnement familier avec des gens que j'appréciais. Et donc, c'était plus facile pour moi de me remettre là-dedans. Et en plus, je savais que ça allait s'arrêter, donc c'était plus simple. Et donc, je suis retournée en 2018, en août 2018, et je finissais en mai 2019. Et donc, entre-temps, on avait déjà commencé à parler du coaching en rupture, mais l'idée mûrissait progressivement. Et puis, on a lancé, donc début 2019, l'Instagram. Et puis, en fait, quand mon CDD touchait à sa fin, ils m'ont prolongé quand même de 2-3 mois, je crois. Et quand mon CDD touchait à sa fin, je suis partie. Il était temps. Ouais, puis je pense que c'était bien parce que ça a permis vraiment qu'il y ait ce temps, ça nous a laissé 1 an de plus pour maturer. On n'aurait peut-être pas réussi avant parce qu'on n'était pas si prêtes. Et aussi, le fait de se lancer, je pense que c'est un sujet que vous avez beaucoup, mais en entrepreneur, c'est qu'il faut aussi se sécuriser niveau habitation, niveau, tu avais aussi pu acheter ton nouvel appart et tout. C'est pouvoir se mettre en sécurité parce qu'on sait qu'après, pendant
quelques années, on est quand même bloqué quand on monte sa boîte. Et je pense que ça a permis aussi d'aligner tout ça. C'est ça. Et après, ça nous a vraiment donné 2 ans pleins, mais on avait déjà l'idée du projet, on était prêtes. Et, et ça a donné vraiment 2 ans où on avait un peu d'espace pour pouvoir construire la boîte, quoi. C'est ça, en fait, après, là où c'était un privilège, c'est que j'ai été au chômage pendant 2 ans. Donc, ça nous a vraiment permis d'avoir cet espace pour être un peu moins stressé financièrement. Et donc, j'ai fait ma formation de coach. Mélanie l'a fait après moi aussi. J'ai fait ma formation de coach sur les premiers mois du chômage. Et puis, en fait, quand j'ai été diplômée, on a commencé à lancer les premiers programmes payants qui n'étaient pas les programmes, qui étaient la V1, on va dire, de ce qu'on a aujourd'hui. On en a vendu quelques-uns, ça a permis de tester, de voir ce qui fonctionnait ou pas, voilà, de se faire aussi à tout ça. Et puis après, on s'est fait accompagner pour vraiment constituer une offre digne de ce nom, entre guillemets, un truc impactant. Et c'est cette offre-là qu'on a vendue en individuel et qu'on a transformée en collectif derrière. Donc finalement, ce qu'on n'avait pas en tête, c'était ce côté, nous, on avait vraiment commencé par des produits avec pas trop de coaching en direct et beaucoup de contenu en ligne. Et quand même, là, pour l'instant, ce qu'on a constaté sur le côté amoureux, c'est qu'ils ont besoin d'avoir ces interactions et ces sessions d'échange. On n'a pas encore trouvé de solution, pour pouvoir apporter ce service sans ces échanges-là. Et ça, c'est ce qu'on a appris. Après, il paraît que, après, voilà, le fait de développer cette offre de coaching, ça nous a permis aussi de nous faire connaître, de prendre en compétences, de commencer à avoir un revenu qui soit suffisant et de pouvoir. Et c'est ça, en fait, qui nous a motivés à le faire, c'est qu'à un moment donné, on était à 1 an de la fin de mon chômage. Et on s'est dit, bon, il reste 1 an. Et bon, c'est toujours quand on a la pression qu'on fait des trucs. Hein, on va pas, c'est normal, on est tous pareils. Et voilà, moi, je sais que j'ai dit à Mel à l'époque, là, ce serait bien que ça bouge un petit peu et on ne savait pas trop où aller. C'est pour ça qu'on s'est fait accompagner et on a bien fait de s'y prendre à l'avance. Parce que mine de rien, entre le moment où on a dit tiens, on y va et le moment où ça a commencé à porter ses fruits, il s'est bien passé 7-8 mois, quoi. Ouais, et ça, je pense que c'est le message un peu important qu'on a appris. C'est, on a beau, moi, je fais de la strat marketing, c'est mon truc, mais quand on est dans son entreprise, on a besoin de ce regard extérieur pour nous aider, même si on sait le faire. Parce que, en fait, c'est hyper difficile. On avait, nous, tous ces choix. On avait envie d'aider tout le monde. On avait un peu envie de révolutionner l'amour, les relations. Et du coup, c'est un peu comme se couper un bras que de dire, OK, on va se recentrer que sur les femmes célibataires. Et c'était un choix qui était difficile pour nous à faire au début, de se dire, OK, on abandonne un peu notre objectif de départ. C'était quand même de faire du coaching en rupture pour des mecs. Et voilà, c'était un peu éloigné de ça et de se dire, on a eu besoin un peu de ce regard extérieur qui nous force à nous focaliser sur une seule chose, qui nous force à pas nous disperser notre énergie, à ne pas lancer d'autres produits sur ce moment-là. Je pense que c'est bien d'avoir quelqu'un dans ces moments-là qui nous dit non, quoi. Ouais, et qui cadre. Et puis c'est vrai qu'en plus, on avait plein d'idées, et bon, on en a toujours plein, hein, mais du coup, on avait envie de tout tester. Alors maintenant, ça va, je crois qu'on arrive quand même mieux à se cadrer. Et parce qu'aussi, on a moins le temps de tester 1 milliard de trucs, hein, parce qu'on est déjà bien occupé comme ça. Et bon, on a suffisamment d'idées quand même malgré tout. Oui, on est encore à batailler pour pas tout mettre sur le planning en même temps. Mais... Oui. Mais bon, globalement, tu vois, je pense qu'on se dit moins qu'avant, tiens, on va tester ce nouveau format, tiens, on va tester ce nouveau format. Voilà, on arrive à cadrer mieux les choses. Et je trouve ça important. Mais ouais, voilà, c'est vrai que c'est un cheminement. Et c'est vrai qu'en en reparlant, là, c'est vrai que on se rend compte que ça a pris du temps. En même temps, tu vois, et c'est marrant parce que moi, quand je repense à ma première année où on vendait encore pas des choses et tout, moi, j'ai l'impression de ne pas avoir assez travaillé à ce moment-là, de ne pas avoir assez engrangé de connaissances, d'avoir assez lu de livres. Et maintenant, je me dis, vraiment, tu n'as plus le temps de le faire. Tu aurais dû faire 10 fois plus à ce moment-là. Mais bon, je crois qu'on n'est jamais content. Et a posteriori, on a toujours l'impression qu'on n'a rien foutu. Donc ça, je pense que c'est un truc... Mais cette histoire de timing, en fait, moi, ce que j'aime beaucoup entendre ça, c'est qu'on a parfois l'illusion, en fait, le timing des boîtes est hyper différent d'une boîte à l'autre, quoi. Et il y a quelqu'un qui va se lancer
c'est Apolline qui travaille avec nous, qui gère toute la partie administrative et qui est un peu je sais pas, c'est la sagesse de l'entreprise. Elle a ce regard un peu extérieur et intérieur, et du coup, elle dit toujours des choses extrêmement sages. Et elle disait, bah, c'est pas parce que 2 personnes se lancent le 31 août 2020 que le 31 décembre 2020, elles vont être au même endroit, en fait. Il y en a peut-être un qui a explosé et l'autre qui est toujours dans les phases de test de début. Et si on essaie de violer le timing quelque part, bah, ça ne marche jamais, en fait, parce que chaque boîte, chaque projet, chaque humain aussi a son timing intérieur et tu ne peux pas aller plus vite que ton temps de maturation, que le moment où ça clique parce que ça rencontre le marché, mais aussi parce que chez toi, ça a cliqué. Et ça, c'est un peu juste quelque chose avec lequel se réconcilier. Et je trouve qu'il va bien aussi avec votre Self-Love Project. On ne trouve pas l'amour juste parce qu'on a claqué des doigts et décidé que c'était maintenant et qu'on était prêt pour une relation trop bien. Bah, il y a aussi tout ce processus qui prend du temps, en fait, de se rencontrer, de se découvrir et puis d'y aller, de respecter son propre rythme qui est peut-être pas le même qu'une autre meuf de la promo qui a rencontré un mec trop cool ou une meuf trop cool au bout d'un mois, quoi. C'est ça. Et puis, il y a le côté, en fait, je pense que quand on se lance, on a tellement de sujets sur lesquels on doit maturer. Enfin, nous, il y avait quand même le sujet où vraiment on tenait à être certifié parce que sinon, on avait l'impression d'être des imposteurs et de ne pas être légitime pour accompagner des gens. Il a fallu aussi qu'on mature notre conception des relations, de savoir comment on avait envie de porter ce message-là. Après, il faut grandir en entrepreneuriat sur comment gérer une entreprise, construire une offre. En fait, c'est tellement de sujets où les choses, ça va à son rythme parce qu'il y a tellement de choses à faire évoluer que d'atteindre le bon niveau de maturité, surtout pour que ça s'aligne, ça prend du temps, quoi. Oui, puis c'est vrai que nous, on a un peu la sensation, on s'est dit, là, ça a commencé à exploser avec la nouvelle offre début 2021. Mais en fait, en vrai, derrière, il y a 2 ans de boulot moins visible, entre guillemets. Donc, voilà, c'est un peu, voire 3 ans même. Donc, en fait, ça a mis du temps, malgré tout. C'est juste que ça dépend où est-ce que tu prends l'étape de départ, quoi. C'est toujours ça, un peu subjectif. Et du coup, aujourd'hui, si vous êtes OK pour partager, vous faites combien de chiffre d'affaires? Alors, vas-y, Maëlle. On est à peu près à 100 000 € sur cette année. Et voilà, ça nous permet pour l'instant de subvenir à nos besoins pour une personne. Et il va falloir qu'on grossisse un peu pour pouvoir être à 2. OK. Du coup, c'est ça, ouais, c'est 100 000 €, mais au bout de, en vrai, 2 à 3 ans de travail, quoi. Oui, après, si on compte à partir On a eu du un moment beau gap. Ouais. En fait, l'année dernière, on était à 5 000 et là, on est passé à 100 000 cette année. Donc, voilà. Tu fais x20 de chiffre d'affaires, incroyable. Ouais. J'ai un article tout de suite. Elle fait Tout dépend d'où on part. Hein. Oui, c'est ça. Oui, parce que je pense pas qu'on fasse x20 l'année prochaine. Ce serait, ou en étant encore en vie. En tout cas, c'est pas garanti, quoi. Ça pourrait, mais on serait morte sûrement entre-temps. C'est toujours une question de point de référence. Si tu prends ton année la plus pourrie, tu peux toujours dire en 4 ans, j'ai fait x200 de chiffre d'affaires. Ah non, mais moi, j'ai déjà vu des choses comme ça. J'ai déjà vu des articles comme ça en mode comment j'ai fait x5 de chiffre d'affaires en un mois. Et quand tu lisais l'article, la meuf, le mois d'avant, elle avait gagné 149 € en fait. Donc, elle était partie en vacances, en fait. Ça va vite de faire x5, quoi. Enfin, tu vois, ça peut être... bien sûr. Voilà. C'est ça. Non, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a doublé l'objectif qu'on avait sur cette année. Donc ça, on est contente. Ah, ça, c'est bien. Ça. Parce qu'on s'était fixé en début d'année. Donc... Ouais, trop bien. Bravo. C'est la question qui tue. Voilà. Pas une question qui tue, mais si on imagine qu'on se télétransporte là au dernier jour, à la dernière minute de votre vie, et que vous êtes sur le point de rendre votre dernier souffle, mais vous êtes encore lucide, et puis vous regardez derrière vous ce voyage et ce parcours que vous avez fait, pas forcément que le professionnel, là c'est vraiment, vous retournez sur votre vie et de quoi vous avez envie d'être hyper fier en fait à ce dernier moment sur Terre. Moi, je dirais
D'abord, peut-être d'avoir réussi à entretenir des relations à la fois familiales, amoureuses, amicales, qui soient vraies et sincères. Parce que mine de rien, c'est pas simple et ça demande beaucoup de travail sur soi pour rester dans la sincérité donc ça, c'est pour moi, c'est le premier point et après, je dirais, d'un point de vue plus professionnel, j'espère, d'avoir réussi et bon, c'est déjà le cas aujourd'hui d'une certaine façon, donc ça, c'est génial, mais d'avoir aidé les gens à se responsabiliser, en apprenant à mieux se connaître et en faisant ça, d'enclencher une dynamique qui soit positive aussi pour leur environnement direct, même si les gens ne se font pas coacher. En fait, moi, j'aime bien un peu cette image, je ne sais pas si vous avez déjà lu Bernard Werber, Les Thanatonautes, tout ça. Enfin bref, voilà. Bon, dans ces romans-là, il y a cette idée de chaque personne qui se réincarne a des points, ils arrivent au paradis et on fait monter la note de l'humanité au global. Et donc, je pense que, alors c'est peut-être hyper, hyper trip le truc que je dis, mais voilà, de ce côté, de me dire à chaque fois qu'on aide une personne, on élève un peu l'humanité dans son entièreté un petit peu plus. Et donc, je pense que ce serait ça. Ouais, moi, j'ai un côté, enfin, on a choisi de ne pas être militante, en fait, au sens propre, féministe, enfin, même si on a de fortes convictions féministes là-dessus. Mais moi, je crois que j'aimerais bien me dire, potentiellement, que ce soit pour mes proches, si j'ai des enfants, que ce soit des garçons ou des filles, et de me dire, j'ai réussi à diffuser ce message à un grand nombre de comment est-ce qu'on arrive, enfin, à se retrouver dans des relations vraies et à déconstruire tout ce qui ne va pas actuellement dans les relations et tous ces déséquilibres. Enfin, je pense que c'est moi déjà avoir vécu et réussir à vivre dans des relations qui soient équilibrées, mais partager ça un peu comme un nuage qui diffuse. Et c'est l'objectif de notre projet, je pense, de plus d'aider les gens à être plus alignés, quoi. Trop chouette, merci. Cécile est rendue muette par les travaux qui sont en train de défoncer apparemment chez elle. Du coup, pour conclure, merci pour tout ça, pour tout ce temps et vos partages. Où est-ce qu'on vous retrouve quels sont les lieux pour trouver Sur Instagram. C'est ça, Self-Love Project, tout attaché. Self-Love Project FR, même. FR, ouais. Self-Love Project FR. Voilà. Et sur votre site aussi ou non, que Instagram? Oui. On va en avoir un nouveau tout beau. C'est ça, d'ici là, il sera sorti. Du coup, c'est self-love-project.com. du 6. Et on a un podcast aussi, si vous avez envie de nous entendre, qui est Self-Love Project, le podcast. On est resté Quelle originalité. Très classique. Et voilà, où on essaye de partager les parcours amoureux pour que ce soit des histoires qu'on trouvait un peu inspirantes et des cheminements pour tout le monde. Okay, on mettra les liens en dessous. La machine s'est arrêtée. J'en profite pour allumer très vite le micro. On mettra les liens sous la vidéo pour qu'on puisse vous retrouver. Merci beaucoup à toutes les deux pour votre temps et tout ce que vous nous avez partagé. C'est très chouette. Et puis, on se dit à bientôt, de toute façon. À bientôt. À bientôt. Salut.